effectivement, il est fondamental pour résister ou pour construire le monde de demain, ce qui est la même chose d'ailleurs, hein, d'être heureux. Et j'ai envie de dire que c'est toi qui me l'inspire, qu'il est même important de faire la paix dès qu'on peut avec ceux qui nous entourent. Oui, d'apaiser tout ce qu'on peut apaiser, générer de la paix, parce qu'en fait, c'est déjà s'entraîner au monde de demain auquel nous aspirons tous. Et bien même avec des éléments de preuve, je voyais des réactions hostiles. Et j'ai trouvé une des réactions les plus intéressantes et qui m'a fait beaucoup réfléchir. C'était une présentatrice de la télévision anglaise, parce que j'avais édité donc les livres de Thierry en anglais, qui est venue le voir à Paris et qui lui a dit « J'ai lu vos 2 livres, je n'ai aucun argument à vous opposer, mais je dors mieux avec la version officielle. » Et quand je croise quelqu'un qui me dit c'est un livre complotiste, théorie du complot, blablabla, je lui dis mais oui, bien sûr, c'est un livre théorie du complot, complotiste, etc. Fin de la discussion, c'est pas la peine d'aller plus loin. En revanche, si je croise quelqu'un qui me dit bon, ok, théorie du complot, voilà, mais est-ce que tu peux me donner ne serait-ce qu'un seul argument pour le lire? Et je vais lui dire d'accord, parce que là, ça veut dire nous amorçons une discussion. Et il m'est arrivé de rencontrer des agriculteurs qui faisaient des choses extraordinaires, mais dont les enfants étaient mal, dont les enfants étaient mal à l'aise. C'est-à-dire que les parents s'écartaient du chemin classique, du chemin, ce qu'ils appellent conventionnel, mais ce qui s'appelle en fait pour moi chimique, l'agriculture chimique, en cherchant autre chose, la conscience, les formes, et donc, en essuyant le regard, y compris dans leur propre famille, oui, ça, c'est difficile. Ah oui, mais si tu as écrit un livre qui s'appelle « Guerre en Ukraine, la responsabilité criminelle de l'Occident », tu es un agent de Poutine, tu es pro-russe, etc., etc. On peut écrire un livre sur la responsabilité criminelle de l'Occident qui soit à la fois ni pro-russe ni pro-ukrainien, parce que c'est une catastrophe. Il n'y aura plus d'Ukraine après. Et à côté, et c'est pour ça que j'ai de l'espoir, parce que j'ai l'impression, enfin, non, j'ai la conviction. Donc tu as de l'espoir, hein, tu as de l'espoir. Ah oui, moi j'ai la conviction que ils n'y arriveront pas. Être libre. Être libre. Être libre. Être libre. L'interview psy. Résistance. Humanité. Non-conformisme. Courage. Audace. Conscience. Amour. Et prix de liberté. Être libre. L'interview psy d'Éric Remacle. Bonjour et bienvenue dans cette 2e émission. Je suis ravi de vous accueillir avec un invité que j'aime beaucoup. Le but de cette émission, je le rappelle, c'est de faire découvrir l'intimité des êtres humains, donc vous, nous, tous les êtres humains qui peuvent avoir eu cette force d'avoir résisté au totalitarisme, qui veulent rester libres, qui veulent rester conscients. Ces personnes, qu'elles soient connues comme les personnes que j'invite plus ou moins connues, et inconnues comme la plupart, sont une source d'inspiration. Et donc le but de cette émission, c'est de leur rendre hommage et de voir qu'est-ce qui leur a permis d'aller chercher des ressources pour lutter contre justement cette bascule totalitaire. Et donc, au fil des émissions, on décrypte avec nos invités ce qui vous a permis, vous aussi, de rester humain, de garder la conscience, de développer la conscience aussi, parce que parfois, ces 3 ans de crise notamment ont permis à tout le monde d'évoluer en conscience. Et donc, je suis ravi pour cette 2e émission d'accueillir Patrick Passin. Patrick, bonjour. Tu es éditeur, tu es aussi auteur de livres, on va en parler, tu es fortement engagé pour un monde plus conscient, plus libre,
plus humain. Tu proposes des solutions qui sont très concrètes pour se libérer du totalitarisme. Et donc, tu es, comme je disais, tu es éditeur engagé, mais tu es aussi donc directeur des éditions, en fait, Novi Mondi, que je mettrai à l'écran, qui sont des maisons d'édition qui publient des livres à la fois politiques, mais aussi de santé, de bien-être, des romans, de la spiritualité. D'ailleurs, spiritualité aussi. D'ailleurs, figure-toi, j'ai un livre de ta maison d'édition, je ne sais pas si tu connais, si tu Ah, reconnais cela, d'accord. Ok. sur l'honnêteté radicale. Ah, d'accord. Eh ben, Et, merci. et tu es toi-même auteur de livres. Alors, c'est intéressant, je vais aller sur ton site parce que tu as écrit 7 livres même, je vois. C'est des livres qui touchent à la fois, donc je vais mettre les images à l'écran pendant que je parle. C'est des livres qui touchent à la fois des thèmes comme la géopolitique. Je vois que tu es passionné de géopolitique, avec par exemple, la géopolitique des crypto-monnaies, l'arme climatique, la manipulation des climats par les militaires, l'arme environnementale, la manipulation, donc les opérations et programmes secrets des militaires. Et puis, un livre dont tu parles beaucoup, qui est très actuel, c'est la responsabilité criminelle de l'Occident. Donc, le titre, c'est Guerre en Ukraine, la responsabilité criminelle de l'Occident, nos options pour stopper la crise. Alors, on peut pas te retirer une chose, c'est que tes titres sont vraiment clairs, impactants, et tu en as écrit d'autres, aussi notamment sur le 11 septembre, sur les 418 milliards, là, sur ton compte Twitter, j'ai vu que tu en parles beaucoup. 418 milliards, c'est le titre du livre. La fraude et de la grande distribution avec la complicité des élus et de l'administration. Donc voilà, tu es extrêmement, on pourrait dire, syncrétique dans ta façon d'approcher les problèmes humains. Et puis surtout, je termine avec ça, c'est que c'est ça que j'ai aimé beaucoup chez toi, c'est que tu parles du bonheur comme la meilleure forme de résistance, en plus de l'information. Tu parles de ce lien avec la nature, de c'est important de vibrer dans une belle énergie pour vivre étant une forme de résistance. Est-ce que c'est juste la façon Alors, dont je te présente? bonjour Eric, bonjour effectivement à tes spectateurs et spectatrices. Ben, je crois qu'avec ce que tu viens de dire, je n'ai plus rien à dire. Tu as tout dit, c'est parfait. Effectivement, donc ça fait très longtemps que je suis dans l'édition et que je publie des livres engagés. Oui. D'ailleurs, je préfère le mot engagé que résistant parce que alors déjà la résistance. Alors je comprends tout à fait qu'on l'emploie. Je veux dire, c'est Oui. mais ça fait quand même référence à une période très. Enfin, je veux dire, on n'est pas tout à fait dans la même dimension que les résistants au moment de la Seconde Guerre mondiale, où ils risquaient leur vie à chaque coin de rue et à chaque instant. Alors nous, de plus en plus, on le voit effectivement le lasso, le nœud coulant se resserre autour de notre cou, et on le voit bien d'ailleurs dans tous les domaines. Je veux dire, que ce soit dans tous les domaines donc les médias, que ce soit la santé, que ce soit la science quand elle ne va pas dans le sens que le gouvernement veut. En fait, ça concerne finalement, c'est comme si il y avait un seul discours et que ce discours il n'y a plus d'échappatoire. En tout cas, il y en a de moins en moins. Donc, c'est vrai que je n'emploie pas le mot résistance. En revanche, parce qu'en plus, ce que je trouve important, c'est déjà je trouve qu'on résiste toujours mieux si déjà on a en tête ce que nous voulons faire à la place. Tout à fait. Parce que souvent, et je trouve que c'est la partie la plus délicate. OK, on a un système qui nous plaît de moins en moins, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on le remplace par quoi? Et en fait, c'est une réflexion que j'aimerais finalement que chacun se pose en disant, mais tiens, dans quel domaine, par exemple, sur tel aspect, comment les choses pourraient-elles aller mieux? Qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, à un niveau forcément j'ai déjà parlé, mais ne serait-ce qu'au niveau de mon immeuble, au niveau de ma commune, si je n'habite pas dans une très grande ville, ou au niveau des groupes que je fréquente, parce que d'ailleurs, et je pense sincèrement que aujourd'hui, finalement, tu parlais de bonheur, oui, pour moi ça c'est fondamental. Effectivement, dans des interviews précédentes, j'ai dit qu'on ne peut pas vivre sans être heureux, et on peut encore moins gagner une guerre, parce que je le redis, enfin je le redis, mais tout le monde le sait, enfin tout le monde, pas tout le monde, mais de plus en plus de personnes en prennent conscience.
Oui, il y a une guerre menée contre les peuples. Il y a encore 5 ans, elle était moins visible. Là maintenant, c'est une évidence. Enfin, on pourra en discuter si tu le souhaites. Ouais. Mais ce que je trouve important, c'est que chacun prenne conscience que à son échelle, il peut faire énormément. Faire énormément, ça peut être tout simplement aller voir des personnes âgées dans un EHPAD ou les Restos du Cœur. J'ai trouvé que effectivement tous ces bénévoles qui s'engagent dans les Restos du Cœur ou ces bénévoles qui organisent. Nous étions à un salon samedi à Paris qui était organisé par des bénévoles. Le fait de s'engager, de sortir de chez soi, de partager, en fait, donne une dimension à la vie supérieure. Enfin, j'ose C'est dire. ça, on sort de l'impuissance qui est le pire, en fait. C'est vrai que la dictature finalement, c'est un peu leur but, c'est qu'on se sente impuissant, qu'on ne fasse même plus rien, même plus d'efforts. Exactement. Alors, on sort de l'impuissance et puis on se sent utile aussi avec les propositions que tu fais. Et en fait, ça fait du bien. C'est exactement ça. Merci de le préciser parce que finalement, ne serait-ce quand on regarde les autres, quand on partage avec eux, et parfois, c'est vrai qu'on peut partager aussi des difficultés. Alors, en fait, on s'aperçoit qu'on est ultra puissant. C'est exactement ce que tu as tout à fait raison quand tu dis ce qu'ils veulent, c'est nous faire penser que nous sommes impuissants. Et si de temps en temps on participe à l'organisation, je ne sais pas, d'une course ou, politiquement ça paraît mineur, mais en fait non. Parce que ça veut dire que ce sont des citoyens qui construisent ensemble. Et d'ailleurs, ça, c'est l'humanité. Enfin, c'est la vie. Ouais. Je veux dire, on ne peut pas penser que l'on fait les choses seul. Tout à fait. Alors, Patrick, est-ce que tu es d'accord de passer à travers cette interview psychologique? Parce que ce qui m'intéresse, moi, à travers mon filtre, ma façon d'approche du réel, c'est de voir, et la première question, ça va être ça, c'est quel a été ton point de rupture? À partir de quel moment tu t'es rendu compte que les gouvernements, les médias, on a appris qu'ils disaient toujours la vérité, que c'était pas forcément ça. Et à partir de quel moment tu t'es remis en question, ou tu as remis en question ces puissances-là? Alors, en fait, merci pour la question. Ça a commencé très tôt parce que j'ai 60 ans, quand j'avais 15 ans, j'ai lu un livre d'un auteur qui s'appelle Robert Charroux. Ah oui. Sur l'archéologie mystérieuse. Oui, j'ai lu aussi quand j'étais adolescent, je me souviens. Voilà. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de Robert Charroux qui tienne une place pareille, au moins dans l'édition. Et en fait, c'était incroyable parce que il est allé dans des endroits, dans quasiment tous les endroits archéologiques les plus mystérieux, et il montrait que les explications officielles étaient tout à fait discutables, voire totalement fausses. Et donc, puisque tu l'as lu, tu le sais que quand tu commences à lire ce genre de livre à l'âge de 15 ans, c'est comme si tu étais tombé dans le chaudron de potions magiques. Ouais. Donc, en fait, c'est ce qui m'est arrivé. Je suis tombé dans le chaudron de la potion magique à l'âge de 15 ans. Mais j'ai vu que tu as aussi sorti un livre d'ailleurs sur les cartes, cartes mystérieuses. Oui. Alors, ça, c'est un jour, j'ai fait une conférence sur ce sujet. Elle a duré 8 heures. Wow. Oui. Mais c'était extraordinaire. Et il y avait une quarantaine de personnes. C'était en petit comité. Et une seule personne nous a quittés parce que c'était une maman qui devait récupérer ses enfants. Elle était désolée, moi aussi. Et en fait, quelle est la thématique? Donc le livre, c'est Le mystère des cartes anciennes, ces anomalies extraordinaires qui remettent en cause l'histoire de l'humanité. Et je commence par une carte arabe du Xe siècle sur laquelle est dessinée l'Amérique. Donc, quand on nous dit que Christophe Colomb, 5 siècles plus tard, a découvert l'Amérique, en fait, c'est faux. Les Arabes connaissaient l'Amérique, mais beaucoup d'autres peuples connaissaient l'Amérique. Les Égyptiens, les Hébreux, les Phéniciens, les Romains, les Templiers, etc., les Chinois, les Japonais. Donc, il y a des traces là-dessus qui sont indubitables. Et en fait, c'est
cette thématique me permet de montrer que l'humanité a toujours été riche de promesses et d'aventures. Et c'est vrai qu'en plus, j'ai fait des rencontres extraordinaires dans ce domaine. Par exemple, j'étais allé avec une de mes auteurs à Munich rencontrer une scientifique qui avait été bulgare, qui était en charge de l'analyse toxicologique des cheveux de la momie de Ramsès II. Elle a trouvé dedans de la cocaïne. Normalement, la cocaïne ne provient que de la coca, ne pousse qu'en Amérique latine. Okay. Et alors, c'était pas une preuve absolue, etc., parce qu'on peut toujours dire oui, mais à l'époque, peut-être y avait-il une plante égyptienne, etc. Bon. Il y a beaucoup d'éléments de preuve comme ça qui nous permettent de remettre en question le narratif officiel, en fait. On creuse dans n'importe quelle discipline, où on se rend compte, mais en fait, les certitudes peuvent être mises en question. Est-ce que c'est pas ça l'esprit scientifique, c'est de remettre en question finalement Exactement. Je pense, tu as donné la meilleure définition, c'est de remettre en question. D'ailleurs, il y a une phrase de Gaston Bachelard qui disait que en science, une vérité est une erreur non démontrée. Intéressant. Et tu vois, en fait, on devrait pouvoir débattre de tout ça, parce que ce serait intéressant, une vraie démocratie. On pourrait avoir des débats sur ce sujet, parce que si ça s'avère faux, c'est évidemment facilement démontré. Mais le fait qu'on ne veut pas débattre de tous ces sujets, notamment ceux que tu parles, mais il y en a d'autres aussi, au niveau de la santé, par exemple. Oui, bien sûr. Ça attire de plus en plus l'attention des gens qui éveillent leur conscience, qui disent là, il y a quelque chose qui va pas, et il y a une rupture qui se fait avec le récit officiel. Mais toi, ça fait depuis longtemps, donc tu as cette rupture. Hein. Oui, ça fait 45 ans. Et donc c'est et c'est intéressant parce que forcément ça donne un autre regard sur le monde. Et puis en plus j'ai eu la chance quand j'étais étudiant. Alors j'ai fait une école de commerce. Donc en fait je me fais ce qui s'appelle une grande école. J'ai fait l'ESSEC. Tu sais, il y a l'ESSEC. Bon. Et quand j'avais 20 ans, alors j'avais déjà créé une entreprise. Je savais rien faire, mais j'avais quand même créé une entreprise. Bon. Et je suis parti et je n'avais quasiment jamais voyagé. J'étais quasiment jamais sorti de France. Parce que mes parents avaient peu de moyens et puis à l'époque, c'était pas si simple qu'aujourd'hui. Et donc je voulais partir le plus loin possible et dans le plus d'endroits possible. Et je suis parti en stage au Japon. Waouh. Et c'est donc à 20 ans au Japon, je peux te dire que c'est une expérience. Un autre monde en fait, une autre planète. C'est un autre monde. Et ce qui était intéressant, c'est que je parlais de représentation du monde. Quand nous regardons les cartes du monde, l'Europe est au centre, l'Amérique est à l'ouest et puis l'Asie de l'autre côté. Bon, mais pas quand tu es au Japon. Enfin, pas quand tu es en Asie. D'ailleurs, ça n'est pas propre au Japon. C'est quand tu es au Japon, les cartes. Tu as l'Asie au centre, évidemment. Puis, de l'autre côté du Pacifique, tu as les États-Unis. Et puis, au bout du bout, tu as la France. Et c'est vraiment c'est quasiment comme pour nous, c'est l'Océanie, tu vois, les îles les plus lointaines, les Samoa, les Fidji, etc. Ou la Nouvelle-Calédonie. Et en fait, croire du coup que la France ou l'Europe est le centre du monde, déjà à l'âge de 20 ans, ça m'a paru peu convaincant. Parce qu'en fait, finalement, partout dans le monde, on est au centre du monde. Un Vietnamien n'est pas moins le centre du monde qu'un Français, qu'un Suisse, qu'un Péruvien, qu'un Malien, qu'un Sud-Africain. Je veux dire. Oui, donc ce voyage t'a permis de remettre aussi en question absolument. Pas mal de certitudes, en fait. Hein. Toutes. Quelque part, puisque en plus, ce qui est intéressant, c'est les différences culturelles. Et je vais donner un exemple, mais le premier mois, j'étais sur l'île de Shikoku, au sud c'est une des 4 grandes îles du Japon, des 4 îles principales, donc c'est une des 2 au sud. Et j'étais dans une usine et à un moment, mon chef m'appelle. Sauf que en japonais, quand nous on appelle, on fait comme ça, on fait comme ça. Si je te fais ça, en fait, c'est que je te demande de venir. Oui, en Thaïlande aussi. Voilà, exactement. Et en fait, j'ai cru, tu vois, j'étais gêné parce que j'ai cru qu'il me disait dégage. Qu'il te chassait, quoi. Attends, quoi. Donc et puis en fait, lui, que s'impatientait parce que je ne venais pas.
C'est voilà. Donc, comment les puis alors après nous en avons rigolé parce que Oui, il n'avait pas l'habitude d'avoir des occidentaux. D'ailleurs, j'étais dans un village où avec un autre stagiaire ah de oui, oui, oui. tech, mais il ne voyait quasiment jamais d'occidentaux. Ah Et, ouais, ouais, et c'est vrai que c'était intéressant, tu vois, on était dans une incompréhension. ouais, Et bon, là après, comme je disais, nous en avons rigolé, mais c'est vrai que les différences culturelles, je le vois par exemple, et je le déplore, je trouve que nous avons un président de la République en France actuellement, quand il fait des déplacements à l'étranger, euh, il y a des codes qu'il devrait respecter. Je veux dire, quand on va en hmm, Afrique, on respecte ouais, les siens, on fait pas des blagues à 2 balles ouais, hmm, sur aller éteindre la climatisation ou tourner le bouton de la lumière ou de l'électricité. ouais, C'est c'est clair. enfin, je veux dire, je ne comprends pas. Les services diplomatiques français sont parmi les plus réputés au monde. En tout cas, on a un service diplomatique qui est élargi. Mais comment est-ce possible qu'autour de lui, il y ait personne qui lui dise attention, il y a des Hmm, choses hmm, parce qu'il est en mondiovision. Enfin, je veux dire, quand bien sûr, bien et puis sûr, on touche pas un ancien en Afrique. Enfin, il y a des bien choses, il sûr. y a Ouais. des marques de respect où j'ai vu même la tenue qu'il avait au Japon n'était pas des plus heureuses. Hmm, hmm, Les couleurs n'ont pas la même signification en Asie ou en Europe. Comment se hmm, fait que pardon, que la cellule diplomatique autour de lui de ne commettre des fautes pareilles? Enfin, je veux dire, ou alors hmm, c'est un sale garnement qui n'écoute pas ce qu'ils lui disent. hmm. Mais je trouve que c'est une catastrophe D'accord. de polluer notre image, l'image de la France de cette façon-là. C'est une Hmm. pièce du rêve. J'entends bien ton esprit critique et on va aller plus loin avec la deuxième question, si tu veux bien. Je vais Oui. te demander maintenant quel a été ton premier acte de désobéissance. Alors, en fait, je ne suis pas fan du mot désobéissance. En revanche, je préfère choisir sa voie. C'est-à-dire que alors oui, on parle de désobéissance civile. Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement désobéissance civile? Est-ce qu'on ne paye plus ses impôts, par exemple? C'est pas simple de ne pas payer ses impôts. Est-ce qu'on refuse de porter le masque quand on sort dans la rue? C'est une option. Mais dans mon cas, en fait, je n'ai jamais senti le besoin d'être en désobéissance. En revanche, oui, j'ai toujours senti enfin toujours, dès l'adolescence, en fait, finalement, si les règles me convenaient, pas de problème. Si elles ne me convenaient pas, eh bien, je pouvais passer mon chemin mais je ne me suis jamais senti ni comme un rebelle, ni dans la désobéissance. Mais en fait, il y avait des choses que je n'avais pas envie de faire. Oui, je ne les faisais pas. C'est-à-dire que Hmm. et je trouve c'est important. J'ai commencé à sentir que je ne pouvais pas être aimé par tout le monde. Oui, ça c'est super important à ce moment-là. Oui, et que parfois, même en faisant tous les efforts, ou en tout cas ce que je croyais moi être tous les efforts, parce que souvent on se trompe sur ce que nous croyons être des efforts. Même en faisant des efforts, parfois ça ne marchait pas. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à me détacher du regard des autres. Ce qui ne veut pas dire que ça ne compte pas. Je veux dire, si tu me fais un compliment, je l'apprécierai évidemment et ça me fera très plaisir. Mais mes choix doivent être mes choix, comme tes choix doivent être les tiens, comme ceux de nos spectateurs, spectatrices doivent être Hmm, les hmm, leurs. hmm. Et c'est vrai que j'ai eu la chance petit à petit, alors, c'est vrai que de m'en dégager. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est sans doute plus compliqué pour les jeunes avec les réseaux sociaux. Hmm. Et c'est terrible parce que je ne me souviens pas qu'on avait cette course à la popularité, lequel est le plus populaire, comme si c'était Ouais. Hmm, une raison de vivre. hmm, Et c'est hmm. vrai que moi je suis frappé et choqué, pardon, par le suicide des jeunes. C'est un et je veux dire, nous avons nous adultes une vraie responsabilité. Donc je suis pas en train d'incriminer les réseaux sociaux, mais je pense que, enfin j'ai vu là des réponses. Hmm. Il y a encore eu des cas récents
effectivement, les cas de harcèlement doivent être traités de la plus Oui. haute. Et je préfère qu'on traite d'abord des cas de harcèlement plutôt que des cas d'extrême droite ou d'extrême gauche ou je Hmm. trouve ça conduit moins à la mort, Ouais, oui, tout à alors fait. que de ne pas traiter immédiatement. Enfin, pour moi, ça devrait être la cause Ouais. suprême. Non, tu sais, en tant que thérapeute, j'accompagne des personnes, des jeunes adolescents qui sont harcelés. Ça m'arrive régulièrement et je suis consterné de voir que ben, les autorités ne font pratiquement pas grand-chose, laissent la personne dans son désarroi, parfois même vont jusqu'à incriminer les parents qui essaient d'aider leurs enfants. Enfin, c'est une catastrophe en Oui, fait. c'est Ouais. inacceptable. Et Hmm. c'est vrai que et je te remercie enfin, de m'inviter dans ton émission. Parce que ça, c'est vraiment très important. Je veux dire, on doit regarder ceux et celles qui nous entourent. Et les plus jeunes, nous devons absolument veiller sur eux. Alors, ça n'est pas toujours facile, Ouais. mais un jeune qui se sent harcelé enfin, nécessite une réponse immédiate de Alors, notre part. ouais. Mais tu parlais justement des suicides. Tu sais qu'il y en a eu, les suicides ont augmenté énormément ces dernières années, notamment pendant la crise sanitaire. D'où ma question, tu parlais de l'aliment, mais dans cette crise sanitaire, on a eu des injonctions complètement folles, absurdes, hein, comme tu sais. Oui. Euh, il y a eu beaucoup de suicides qui ont augmenté chez les enfants. Comment tu t'es positionné, toi, pendant cette crise? Parce que, à un moment donné, c'est sûr que si on est aligné, il y a des choses qu'on peut pas accepter, tu vois. Alors, la difficulté, elle est là. C'est que, comme tu le sais, il y a une vingtaine d'années, j'avais publié un livre, le livre de Thierry Messant sur le 11 septembre, Hmm. qui était le premier, donc c'était en mars 2002, donc juste 6 mois après les attentats du 11 septembre, où nous disons que ce sont les Américains qui ont fait le 11 septembre, un inside job, comme ils disent de l'autre Hmm. côté. Et pour moi, c'était une expérience évidemment extraordinaire, d'autant plus que le livre, je l'ai publié aux États-Unis directement, parce que je ne voulais pas qu'un éditeur américain achète les droits et ne le publie jamais. Et en fait, c'était vraiment une expérience très intéressante parce que même en apportant des preuves, en montrant que, notamment à Washington, un Boeing ne peut pas passer par une fenêtre de 5 mètres de large et se gazéifier à l'intérieur alors que l'étage au-dessus reste intact, et bien même avec des éléments de preuve, je voyais des réactions hostiles. Et j'ai trouvé une des réactions les plus intéressantes et qui m'a fait beaucoup réfléchir. C'était une présentatrice de la télévision anglaise, parce que j'avais édité donc les livres de Thierry en anglais, qui est venue le voir à Paris et qui lui a dit: j'ai lu vos 2 livres, je n'ai aucun argument à vous opposer, mais je dors mieux avec la version officielle. Et tu vois, j'ai trouvé ça d'abord tout à fait respectable. Hmm. Et si je ne le respectais pas, ben je ne pourrais pas me respecter moi-même. Parce que effectivement, il y a parfois des informations qui sont trop fortes à encaisser. Et donc, sur cette question fondamentale que tu me poses, c'est vrai que moi, j'ai plus de 20 ans maintenant d'expérience. Quand je rencontre quelqu'un, je sais tout de suite si je peux parler ou pas. Hmm. D'accord. Et si je ne peux pas parler, c'est-à-dire que si je ne peux pas dire, par exemple, que selon moi, le Covid n'est pas issu d'une rencontre non sollicitée entre un pangolin et une chauve-souris qui en plus avait le sida, si je sens que je peux pas dire enfin, si je sens que je suis obligé de rester dans cette version officielle, celle qu'on nous a servi au début, hein, Oui. Ah ouais. marché de Wuhan, enfin, je veux dire, Ouais. il y a quand même des gens aujourd'hui qui doivent se dire, mais comment j'ai pu raconter ça, voire le répéter? Comment peut-on croire qu'un pangolin, d'ailleurs, Marc, c'est intéressant parce que qui savait à quoi ressemblait un pangolin avant ce moment fatal? Donc, qui peut croire qu'une rencontre entre un pangolin et une chauve-souris peut produire ce que nous avons vu? Eh bien, quand j'ai rencontré des personnes qui étaient dans cette croyance, je ne discutais pas avec elles pour la raison simple, c'est que d'abord, ça devient vite agressif. Hmm. En plus, il se trouve que, comme moi, je suis forcément, avec ce que j'ai publié, un éditeur complotiste, donc forcément, j'étudie les dossiers. Quand je publie le livre sur le 11 septembre ou les dizaines d'autres que j'ai publiés par la suite sur des sujets sensibles, forcément, j'étudie parce que je considère qu'en tant qu'éditeur ou producteur de documentaires d'ailleurs, j'ai une responsabilité vis-à-vis de l'univers.
Alors, pas au sens juridique. Je veux dire, évidemment, il y a il y a une responsabilité juridique. Pas de diffamation, pas d'atteinte à la vie privée. Responsabilité professionnelle, tu veux dire? Mais une responsabilité oui, quand nous publions un livre, c'est une graine que nous semons. Ouais, ouais. Et en plus, quand elle est reçue, nous ne savons pas qui la reçoit et comment elle va être reçue. Donc, ça mérite toute notre attention. Et du coup, quand on croise des personnes qui sont dans la version officielle de la science, le pangolin, le machin, le truc, etc., je le sais tout de suite et je préfère ne pas discuter parce que, en fait, je considère que je ne suis pas là pour les convaincre. Par exemple, j'ai écrit un livre il y a quelques années, parce que alors ça c'est étonnant, j'étais dans ma salle de bain, le titre est arrivé tout seul, poum, et je lui tiens. Il y a des très bons titres de livres. Ben celui-là, c'est le FBI complice du 11 septembre. Oui, ouais, je l'ai vu. Ouais. Voilà, le FBI complice du 11 septembre, et tu as vu, je n'ai pas mis de point d'interrogation. Ouais. Et donc j'étais dans ma salle de bain, les chapitres se mettaient en place tout seuls, puis au début je me suis dit, oui, bon, ça va être une brochure ou un article tout au plus, mais en fait c'est devenu un livre. Bon. Et quand je croise quelqu'un qui me dit c'est un livre complotiste, théorie du complot, blablabla, je lui dis mais oui, bien sûr, c'est un livre théorie du complot, complotiste, etc. Fin de la discussion, c'est pas la peine d'aller plus loin. En revanche, si je croise quelqu'un qui me dit bon, ok, théorie du complot, voilà, mais est-ce que tu peux me donner ne serait-ce qu'un seul argument pour le lire? Et je vais lui dire d'accord. Parce que là, ça veut dire nous amorçons une discussion. Ouais, là, ça devient vraiment intéressant. Et si la discussion est ouverte, oui, c'est intéressant. Et si à un moment il me dit, écoute, c'est trop, on arrête. Tu vois, je veux dire, mais je ne suis pas là pour forcer ni convaincre. C'est un peu comme si on plante des graines. Oui. Chaque graine a son rythme et tu peux pas tirer sur la fleur pour qu'elle. Exactement. Parce qu'en plus, nous allons bloquer leur, je vais bloquer leur développement. Par exemple, si la personne qui est ouverte me dit, donne-moi un seul argument pour lire ton livre, ou pourquoi tu l'as écrit, je lui dirais, par exemple, en 2005, le bureau officiel, donc fédéral, qui tous les jours émet des statistiques officielles de tous les avions qui ont décollé de tous les aéroports des États-Unis, le 11 septembre 2001, ce jour-là, sur la liste de tous les vols qui ont décollé, 2 des 4 avions ne figurent pas. C'est-à-dire que officiellement, quand tu regardes la liste émise le 11 septembre par le BTS, le Bureau of Transportation Statistics, sur les 4 avions, il y en a 2 qui n'ont pas décollé ce jour-là. C'est intéressant. Je rêve un jour de débat où on puisse discuter de ça librement. On dirait qu'il y a une peur de ne pas discuter de ces sujets. Et évidemment, ça. Et moi, je la comprends. Je comprends cette peur, en fait. Parce que ça veut dire que finalement, les gouvernements en qui nous remettons notre confiance, à qui nous confions notre vie, et pas indirectement, nous confions notre vie, nous la remettons entre leurs mains, puisqu'ils peuvent décider en matière de santé, en matière de propriété immobilière. Ça, on voit ce qui est en train et d'ailleurs, j'avais annoncé dans le livre sur guerre en Ukraine, sur les lois qui vont nous déposséder de tout. Et d'ailleurs, je remercie Klaus Schwab, puisque en fait, il nous a donné la recette. Et tu disais, effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent. Et quand un Klaus Schwab dit « vous n'aurez rien et vous serez heureux », c'est sûr, nous n'aurons rien. Ça, il s'y emploie « il » au pluriel. Nous serons heureux. Ça, il y a que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Alors justement, Patrick, ce sujet m'amène à la 3e question. Comme tu es engagé et que malgré toute ta diplomatie, tu dois quand même essuyer, comme nous tous ceux qui veulent être libres, du mépris social. Parce que la plupart des gens continuent encore à coller au narratif officiel, tu vois. Donc, et le répètent comme on croit, on croit son médecin, on croit les médias, on croit les gouvernements. Comment tu réagis, toi, au mépris social? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Comment toi, tu as réagi à ça? Mais je comprends qu'ils en souffrent. Et en fait, moi, mais c'est pour ça que je parlais du livre que j'ai publié il y a 20 ans. En fait, j'ai 20 ans je me suis tanné le cuir depuis plus de 20 ans. C'est-à-dire que
finalement, j'ai fini par comprendre que, bon, eh bien, il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder, eh bien, ne les abordons pas, abordons les autres. Et s'il y a une forme de mépris social, ça n'est pas très grave, en fait. Enfin, je veux dire, en quoi ça pourrait me déranger que, alors peut-être je vais perdre des amis. Bon, Ouais. mais j'en trouverai d'autres. Hmm. C'est le principe de la vie, c'est-à-dire que oui, bon, ben, l'évolution de la vie fait que parfois on s'éloigne, mais justement, quand on sort de chez soi, on rencontre d'autres personnes qui sont ben, dans une énergie qui correspond mieux à celle que nous sommes au moment présent. Et c'est vrai que parfois, je dis bien parfois, et là je parle sous le regard professionnel du thérapeute que j'ai en face de moi, il peut y avoir d'ailleurs des amitiés anciennes qui deviennent toxiques, mais que l'on entretient parce qu'elles viennent de loin et qu'on a peur de finalement mieux du toxique que le vide quelque Ouais, part. ouais, tout à Et fait. je pense que tu dois rencontrer beaucoup, enfin, ou en tout cas, tu dois rencontrer parfois ce phénomène-là. Donc moi, en fait, s'ils sont des inconnus qui me méprisent, bah, tant mieux. Enfin, je veux dire, quand je dis tant mieux, alors je devrais dire, mais non, ne dis pas tant mieux. Si, ça veut dire que il y a encore du chemin à faire, et pour eux et pour moi. Hmm. Un jour, nous finirons probablement par nous retrouver. Mais en tout cas, c'est exactement ce que tu disais. Il ne faut pas tirer sur la plante. Et parce que en plus, si on insiste, on veut absolument avoir raison, Hmm. c'est contre-productif. Là, ce que Ouais. je dirais prétentieux, on bloque leur développement. Ils vont se On a tous vécu des expériences comme ça où on insistait parce que ça nous semblait tellement fou que ce soit pas clair et en fait ça devenait de pire en pire en fait. La personne reste dans ses retranchements encore plus. Mais tu vois, comme tu le sais, je travaille actuellement sur un long métrage documentaire d'ailleurs qui sera en 2 parties tellement j'ai de matière qui s'appelle Nous pouvons nourrir toute l'humanité et qui montre des récoltes extraordinaires sans un gramme de chimie. Et il m'est arrivé de rencontrer des agriculteurs qui faisaient des choses extraordinaires, mais dont les enfants étaient dont les enfants étaient mal à l'aise. C'est-à-dire que les parents s'écartaient du chemin classique, du chemin, ce qu'ils appellent conventionnel, mais ce qui s'appelle en fait pour moi chimique, l'agriculture chimique, en cherchant autre chose, la conscience, les formes, et donc en essuyant le regard, y compris dans leur propre famille. Hmm. Oui, ça c'est difficile parce que quand c'est un inconnu, franchement, ça n'a pas d'importance. Quand c'est un ami, bon bah tant pis. On trouvera toujours d'autres amis, d'autres rencontres et la vie est mouvement. En revanche, quand c'est dans sa famille, oui, ça c'est plus difficile à. Mais Ouais. j'ai croisé ça aussi. Moi aussi, beaucoup en tant que thérapeute, il y a beaucoup de personnes qui venaient en disant c'est horrible, je suis méprisé au sein de ma propre Oui, famille parce que je veux juste exercer mon droit à l'esprit critique, à la oui, prudence. Euh, oui, c'est une grande souffrance pour beaucoup de gens. Ouais. oui. Et la seule façon que moi je vois, je dis pas que c'est la seule qui existe, mais que moi je vois en tout cas dans les médias, c'est justement de sortir, c'est-à-dire de dire bon, ok, c'est comme ça à l'intérieur. Mais voyons d'autres personnes avec qui je peux échanger, avec qui ne me mépriseront pas, qui me regarderont avec attention, amitié et amour. Et du coup, ça me recharge en énergie et je peux me retrouver dans le bain du mépris social. Mais si on est effectivement, si on et tu es Hmm. thérapeute, donc tu en parlerais tout aussi bien, sinon peut-être encore mieux que moi. En fait, on ne peut pas faire face seul à ce mépris social. Il faut sortir. Il faut faire des choses, il faut compenser cette souffrance. C'est aussi le message de Louis Fouché d'ailleurs et beaucoup Oui, d'autres. Et c'est vrai que cette crise, tu étais à Sainte d'ailleurs pour leur grand rassemblement, cette oui, bien crise nous sûr. a permis de retrouver une nouvelle famille en fait, on pourrait dire des nouveaux amis comme tu dis, et c'est tellement important. Oui, c'est fondamental. C'est-à-dire que et d'ailleurs, justement, je l'ai déjà dit, je le redis parce que c'est pour ceux en tout cas qui ne me l'ont pas entendu dire ou qui ne il est fondamental de sortir, d'aller dans des événements où on se sentira bien, de rencontrer des personnes, de partager. On ne peut pas se sentir isolé parce qu'en plus,
Moi, je rencontre beaucoup de personnes, alors c'est moins le cas maintenant, mais qui se croient isolées, qui pensent qu'elles sont seules et qu'on ne peut plus rien faire et que c'est trop tard et pas du tout. Au contraire, allez, prenez, sortez, allez voir des gens, rien que ça. Alors, c'est pas toujours facile parce que parfois, on est dans un état où on n'a même plus envie de faire le minimum. Ouais. Alors justement, j'en viens à la quatrième question. Dans ce cas-là, quelle a été la source pour toi du courage? On pourrait dire, tu ne vas pas aimer le mot courage, j'imagine. Merci. Quelle a été la source de cette capacité de dire non et de dire oui à tes propres valeurs, de rester aligné? Est-ce que c'est une éducation? Est-ce que c'est une philosophie particulière, une spiritualité, une religion? Alors, religion, non. Mais alors, c'est vrai que je suis convaincu, et je dis bien je suis, donc qu'il y a une énergie supérieure. Donc, je ne lui donne pas de nom, c'est pas la peine, mais pour moi, il n'y a pas de doute qu'il y a une énergie supérieure. Et c'est vrai que quand on a la chance d'être dans cette énergie-là, de se sentir guidé ou de sentir que oui, d'accord, ok, là tu viens de tomber, mais c'est pas grave. Au contraire, le fait de tomber, ça va te permettre d'aller sans doute plus loin, ou en tout cas là où est ton vrai chemin et pas dans celui que tu crois être le tien. Oui, ça porte indubitablement, c'est-à-dire que quelles que soient les épreuves traversées, quand on a cette énergie qui vous soutient, la vie est plus facile. Et d'ailleurs, il y a ça avait été repris, mais à l'origine, c'est un haïku japonais qui avait été repris par. Les haïkus, c'est magnifique, hein, en quelques mots. Oui, c'est en quelques mots, tu dis tout. Enfin, en 17 pieds, tu as tout dit. C'est tomber 7 fois, relever 8, ainsi va la vie. Et si on analyse, on peut pas se relever 8 fois si on est tombé que 7 fois. Mathématiquement, ça n'est pas possible. Donc, on comprend bien ce que ça signifie. Il faut toujours se relever une fois de plus. Il faut toujours se relever. Et on peut toujours se relever. Alors, quand je dis on peut toujours, waouh. Ça dépend du niveau de vitalité, bien sûr. Voilà, exactement. C'est une affirmation qui n'engage que moi parce que je rencontre des cas de détresse où c'est exactement ce que tu dis, la vitalité est très faible. Et là, franchement, c'est compliqué ne serait-ce même que d'accompagner. Oui, c'est pour ça que ce genre d'interview, tu vois, est inspirant parce que quand on est mal comme ça, entendre ce genre de conversation, ça fait du bien pour les personnes isolées, notamment. Et justement, j'en arrive à ma cinquième question. Dans ce cas-là, excuse-moi, je te coupe. Est-ce que tu as eu aussi, c'est intéressant de s'identifier, enfin, de voir comment tu réagis à ça. Est-ce que tu as eu des périodes difficiles comme un peu la traversée du désert? Quelle a été la période la plus difficile pour toi et est-ce que tu as des regrets éventuellement ou comment tu as fait face à des grandes difficultés? Alors, des traversées du désert, oui, j'en ai eu. J'en ai même une qui a duré 5 ans. Waouh. Mais cela dit, tu m'aurais croisé, tu ne l'aurais pas su. Justement, grâce à cette énergie. C'est-à-dire, pendant 5 ans, j'entrerai pas dans les détails, puisque c'est vraiment. Et puis en plus, ça n'a pas de. Je préfère effectivement. Merci de dire que cela peut être inspirant. En fait, finalement, la taille des difficultés ne dépend que de soi-même. C'est-à-dire que ce qui est énorme pour moi ne le sera peut-être pas pour toi et réciproquement. En revanche, ce qu'il y a ça, j'ai une certitude, c'est que il m'est arrivé d'accompagner des personnes en difficulté. Mais à une seule condition, c'est que ce soit elles qui le demandent. Bien sûr. C'est-à-dire que je refuse d'aider. Déjà, le mot aider me paraît presque inhumain. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans l'aide, dans le soutien, l'accompagnement, le partage, oui.
Mais toi qui es thérapeute, tu le vis tous les jours. Hein. Oui, on parle d'accompagnement, et que c'est la personne, on va l'accompagner pour qu'elle puisse trouver en elle-même ses propres ressources. C'est ça. Et alors toi, on vient te voir, mais moi, quand je croise quelqu'un, si je sens que je peux l'aider, pour reprendre le mot, mais je ne sens pas qu'elle le demande ou que son âme soit en demande, je me tais. Ah oui. Et ça, je trouve, c'est fondamental. C'est-à-dire que tu respectes son évolution personnelle. Toujours, quels que soient les. Mais du coup, on peut faire des choses extraordinaires d'accompagnement. Ça m'est arrivé, tu vois, par exemple, une jeune fille qui était vraiment pas bien. On est juste allé s'asseoir au bord de la Seine, sous les arbres, un endroit où la Seine est calme, et on a passé une journée à discuter ensemble. Et son mal-être était parti. Donc parfois, il suffit de peu. Mais à une seule condition, c'est que la personne c'est qu'elle le demande. Parce que sinon, c'est l'ego qui se met en branle, et ça, c'est une catastrophe, et pour elle, et pour nous. Tu parles de jeune fille, ça me fait penser à la jeune fille que tu as publiée, qui a 14 ans, qui est ukrainienne, et puis qui est devenue russe dans une nationalité de par les changements là-bas. Mais publiée à 14 ans, elle a trouvé, c'est grâce à toi qu'elle est publiée maintenant. Je trouve ça magnifique, en fait. Pour elle, c'est très beau, et puis pour tout le monde, c'est très inspirant. Alors, merci. Alors, en fait, non, parce qu'elle avait déjà un éditeur en Russie. En revanche, le second livre, Donbass, mon amour, Donbass, ma souffrance, oui, ça c'est moi qui lui ai proposé de le faire grâce à la journaliste Christelle Néant, la journaliste qui vit aussi dans le Donbass, puisqu'elle vit, elle, à Donetsk, qui est à quelques kilomètres de la ligne de front, qui est notre traductrice intermédiaire. Et oui, je trouve que quelqu'un comme Faina est très inspirante, puisque depuis l'âge de 12 ans, en fait, elle en est venue à la littérature tout simplement parce que il y avait un concours, et un concours de littérature, et celui ou celle qui le remportait rencontrait un auteur, un écrivain, et elle adorait cet écrivain. Donc elle a voulu absolument le rencontrer, donc elle a participé, et elle a gagné ce concours. Voilà comment elle en est venue à la littérature. Du coup, elle s'est retrouvée sur un horrible site qui s'appelle Mirodvorets, qui est géré par les services de renseignement ukrainiens, qui liste tous les ennemis de l'Ukraine à abattre. Et d'ailleurs, il y a des gens dont il y a la photo qui est barrée de rouge, avec une croix rouge, parce que après avoir été inscrits sur ce site, Mirodvorets, ils ont été liquidés. Et donc, Faina, depuis l'âge de 12 ans, et sur ceci, donc, alors qu'elle était ukrainienne à l'époque, et qu'elle se sentait ukrainienne, et qu'elle n'avait pas d'autre passeport. Alors oui, elle est russophone, puisque c'est l'Est de l'Ukraine, mais elle se sentait ukrainienne. Et je trouve, et en fait, j'ai eu envie de publier ces textes, ces courts textes qu'elle écrivait, aussi bien aux grands de ce monde comme Olaf Scholz ou Emmanuel Macron, ou à l'ONU, ou ces textes plus poétiques. En tout cas, Faina, elle ne se souvient pas de sa vie avant la guerre. Donc, avant 5 ans, en fait, elle a toujours connu la guerre, puisque la guerre n'a pas démarré en 2022, mais elle démarre en 2014. Et en plus, ce qui est très intéressant, et je suis sûr que ça va te plaire, c'est qu'elle dit, quel que soit son âge, un écrivain en temps de guerre, ne peut qu'être engagé. Wow. Voilà. Merci. Elle a dit ça quand elle avait 13 ans. Justement, elle a vraiment du talent. Et donc, elle a fait l'objet d'interviews, et donc, elle a dit, mais d'ailleurs, nous avons repris cette phrase, en temps de guerre, un écrivain doit forcément être engagé. Et elle se vit comme un écrivain. Et tant mieux. Et ça me fait penser à cet autre livre que tu as écrit sur l'Ukraine, que tu as écrit sur la guerre en Ukraine, avec la responsabilité criminelle de l'Occident. Ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est que tu es au courant des choses horribles qui se passent là-bas, notamment des tortures. D'ailleurs, tu dis que tu n'as pas tout mis dans le livre, parce que sinon c'est absurde de lire. Et tu vois, tu es à la fois très au courant de toutes ces horreurs, mais à la fois tu gardes une attitude qui est quand même tournée vers la vie,
vers la conscience, vers le bonheur. Et c'est ça, c'est cette attitude, je trouve magnifique, parce que tu aurais pu facilement sombrer dans le négatif et dans la revendication et dans tellement de colère aussi, tu vois. Oui. Merci de le souligner. Et effectivement, on ne peut pas être dans l'action et dans la colère en même temps. Si on est dans l'action en colère, on risque de passer à côté de l'objectif et on risque même d'aggraver les choses. En fait, moi, alors on peut dire, ah oui, mais si tu as écrit un livre qui s'appelle Guerre en Ukraine, la responsabilité criminelle de l'Occident, tu es un agent de Poutine, tu es pro-russe, etc., etc. Bah, évidemment, comme chacun sait, tous les matins, il m'appelle pour savoir ce qu'il doit faire dans la journée. Bon, évidemment. Mais en fait, on peut écrire un livre sur la responsabilité criminelle de l'Occident qui soit à la fois ni pro-russe ni pro-ukrainien, parce que c'est une catastrophe. Il n'y aura plus d'Ukraine après. C'est-à-dire que tous les hommes qui sont morts sur le front, c'est combien? C'est 250 000, 300 000? On ne sait pas. Mais c'est plus de 200 000 de toute façon. Ils ne feront plus d'enfants. Et il va y avoir on se retrouve quasiment comme en France, après la Première Guerre mondiale, où ça avait été une boucherie, et les hommes avaient disparu. Et en plus, l'Ukraine, avant la guerre, donc en 2021, le nombre de décès est supérieur au nombre de naissances de 400 000. C'est-à-dire qu'il y a 700 000 décès et moins de 300, et autour de 300 000 naissances. Donc, ça veut dire que c'est déjà une population qui est en forte diminution, sans parler de l'émigration. Et par-dessus, on ajoute une guerre qui est une boucherie sans nom. On le voit, enfin, on va pas rentrer dans le détail, mais je veux dire, la contre-offensive, c'est des boucheries. Enfin, je veux dire, on se retrouve ce qui se faisait au printemps 17. Ça fait vraiment penser à ça. Ouais. Et justement, tu me permets d'arriver à une dernière question. Une des dernières questions que je vais poser, c'est quel est le monde de demain, l'espoir? Comment tu vois le futur? Comment tu vois demain avec tout ça, tous ces éléments très factuels qui peuvent être assez décourageants? Comment tu vois le monde de demain? Dis-nous. Alors, merci de terminer par cette question simple. Voilà. Donc oui, l'espoir, évidemment, toujours. De toute façon, l'espoir, alors je ne peux pas parler pour les autres êtres vivants, les autres espèces animales ou les plantes, mais incontestablement, l'espoir est chevillé. Nous sommes venus sur Terre avec l'espoir au cœur. Après, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, parfois la vitalité s'étiole et l'espoir disparaît. Alors, malgré des temps troublés comme on n'en a jamais connu, malgré effectivement le fait que finalement deux conceptions de l'humanité s'opposent actuellement, à savoir, alors je dirais pas le bien ou le mal, je veux dire c'est c'est pas du tout ce que je pense, mais c'est une version dans laquelle nous serons confinés à vie, enchaînés à vie. Donc, tu m'as déjà entendu parler dans des interviews des villes de 15 minutes, donc on va pas en reparler, mais c'est Oxford notamment. Voilà, ça commence à Oxford. Hein. Voilà, et ça commence. Mais quand on voit ce qui est à l'œuvre dans d'autres domaines, voilà, c'est globalement il y a les mondialistes, transhumanistes, qui ont besoin de s'accaparer les ressources pour eux, et qui finalement nous considèrent comme des bouches inutiles dont il faut se séparer le plus vite possible. Et d'ailleurs, j'ai vu il y a pas longtemps Harrison Ford qui fait une sortie au Festival de Cannes. Ah oui. En disant, puis alors j'ai trouvé que c'était, j'espère qu'il joue mieux son rôle d'Indiana Jones. Donc, il nous explique que si on ne prend pas des mesures drastiques, nous allons perdre cette planète. Et alors, je dis mesures drastiques, lui, il emploie un mot très grossier, très vulgaire. Enfin, je sais pas, je sais pas si tu sais, mais il collectionne les avions. Il a 7 avions, 2 hélicoptères.
Ouais. Moi, je veux bien qu'on donne des leçons, qu'on nous donne des leçons, à nous les sans-dents ou les moins que rien. Mais ces gens-là ne sont absolument pas des modèles. C'est-à-dire que faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Donc, et en fait, on voit bien que le projet mondialiste, c'est s'accaparer les ressources de la Terre et c'est s'accaparer la Terre. Point. Je veux dire. Donc, soit nous acceptons et nous allons nous retrouver dans des quartiers confinés, sans doute pour du. Alors, ce que je vais dire, mais on va me sauter à la gorge, dire, mais non, jamais de la vie, mais pour du prélèvement d'organes ou des choses comme ça. Parce qu'on voit des choses sur les fœtus, on voit des expériences qui sont quand même où on oublie ce qu'est l'humanité. C'est qu'en fait, finalement, l'humanité est devenue marchandise, ou l'humanité devient marchandise. Et le projet mondialiste, c'est ça. Et à côté, et c'est pour ça que j'ai de l'espoir, parce que j'ai l'impression, enfin, non, j'ai la conviction. Donc tu as l'espoir, hein, tu as l'espoir. Ah oui, moi j'ai la conviction que ils n'y arriveront pas. Alors, Okay. ça s'accélère. Alors après, tu vois, c'est à la limite, je n'ai pas de boule de cristal, mais je sens que justement, ils sont obligés d'aller dans les extrêmes et que ces extrêmes-là les amènent à faire de plus en plus, aller de plus en plus loin et ça réveille de plus en plus de personnes. Ouais. Parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a et toi c'est pareil, nous rencontrons de plus en plus de personnes qui s'éveillent. Il y a 1 an, il y a 2 ans, ils n'étaient pas du tout dans cette. Ils étaient, bah oui, le gouvernement fait de son mieux. Bon, d'accord, il y a peut-être un peu de corruption, mais pas plus que ça, ou d'incompétence. Allez, d'accord. Bon, mais en fait, ce qui sont en train beaucoup de personnes, en fait, et le réveil est parfois brutal. Et c'est pour ça que je dis que là, la colère est mauvaise conseillère. Et d'ailleurs, on avait discuté de la question du pardon. Moi, je considère que on n'a pas à se charger de pardon. Ils doivent, de cette notion du pardon, qui payent ce qu'ils ont commis, oui, parce qu'il y a des lois humaines. Donc, si effectivement ils ont commis un génocide en imposant une vaccination de phase 3 avec des produits hautement toxiques, dangereux, etc., oui, là, il y a des lois. Donc, c'est pour ça que personnellement, parce que je sais qu'on en avait discuté, moi, je trouve que ça n'est pas nécessaire de se charger de cette notion de pardon. Je pardonne ou je ne pardonne pas, je pardonne ou je ne pardonne pas. Je trouve que ça nous ralentit. En revanche, de dire ils doivent payer parce qu'il y a des lois, c'est-à-dire que quand en France, il y a eu l'affaire du sang contaminé. Bon, les peines ont été légères puisqu'en fait ils sont jugés entre eux. Je veux dire, mais en fait il y a c'est pour ça que tu vois cette notion de pardon, non. En revanche, de rendre des comptes, oui. Et là, ça, c'est notre devoir, justement, à la limite, justement, c'est peut-être une forme de résistance qui déjà peut nous animer aussi. C'est de dire, mais ils doivent rendre des comptes. Parce que combien de personnes âgées, d'anciens, sont partis sans avoir pu dire au revoir à leurs enfants pour générer une situation qui n'avait pas de sens, pour ajouter de l'horreur là où il y en avait de toute façon pas, en fait, pour créer de l'horreur. Et c'est vrai que ça a choqué justement des enfants qui n'ont pas pu dire au revoir à leurs parents. Et maintenant, ces personnes, je comprends tout à fait qu'elles soient dans la colère, mais on n'a pas besoin de personnes en colère, justement pour arriver à cet âge d'or dont je n'ai aucun doute qu'il est possible sur Terre. C'est-à-dire que les mondialistes nous expliquent qu'il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde, mais avec le film Nous pouvons nourrir toute l'humanité, nous allons montrer qu'on peut nourrir mais 2 fois la Terre, sans chimie, avec la conscience, avec les ondes de forme, avec un autre regard sur l'environnement. Et oui, tu as sorti un livre sur le sujet aussi, j'ai vu, hein, l'électroculture. Oui, c'est ça. C'est un vieux livre pour montrer que ça existe, mais on va montrer des choses. Le documentaire, il sort quand? Nous allons le terminer cet été. L'objectif, c'est de le présenter à partir de septembre.
D'accord, d'accord. En fait, il y a urgence. Parce Hmm. que effectivement, on nous a promis la fin de l'abondance. Alors, déjà la fin de l'abondance, beaucoup de personnes ne savaient pas C'était. ce que c'était que l'abondance. Mais en fait, c'est absolument faux. L'abondance est tout à fait possible. En fait, d'ailleurs, moi, je la vis. Hein, dans les champs. D'ailleurs, tout à l'heure, je pars en tournage. Je fais pas encore des légumes, de gros beaux légumes, sans un gramme de chimie, avec un respect de l'environnement, de la nature, des consommateurs aussi, des agriculteurs, parce que eux-mêmes ne s'empoisonnent pas. Enfin, c'est fou quand tu vois que pour une pomme, il faut jusqu'à 50 traitements chimiques, et qu'en Hmm. plus, pour qu'elle soit plus brillante, dans les supermarchés, on les passe dans des bains. Euh, mais comment peut-on ne pas être malade? Comment ne peut-on pas être en perte de vitalité? Et c'est pour ça d'ailleurs que enfin, tu vois, je veux pas. C'est là qu'on voit que l'information peut sauver des vies, en fait. Et Oui, c'est ça. Moi, ça. quand je parle aux jeunes que je rencontre, justement, bah, tu m'as vu parler de justement, il faut sentir les fleurs. Enfin, il faut Ouais, ouais. écouter les chants des oiseaux parce qu'on se reconnecte. Finalement, on se rend compte qu'on est notre vraie dimension. Et Hmm. alors, là, je vais blasphémer, mais nous sommes des dieux, enfin, ou des étincelles de divines, quoi. Enfin, alors pas au sens religieux, etc., où on l'entend, mais nous sentons une vibration supérieure. Et jusqu'où peut-elle nous emporter? On ne le sait pas. Mais quand on est dans cette vibration-là, d'abord, on sème autour de soi des choses extraordinaires, parce que quand quelqu'un est lumineux, souriant, heureux, beau, on a envie d'être avec Hmm. lui, on a envie de le suivre, C'est vrai, ouais. d'être emporté par cette vague de bonheur. Parce qu'effectivement, Hmm. c'est une vague c'est même pas une vague, c'est un océan de malheur qu'ils essayent de nous répandre en permanence. Alors, justement, j'en viens. Deux dernières questions, mais beaucoup plus courtes, hein. C'est plus ces petites questions, Je veux une dire qu'il question faut que je finale, sois juste après le bref dans mes message. réponses. Mais tu parlais de vagues de malheur et tout ça, et de souffrance, et tu connais bien, enfin, tu parlais d'Ukraine. J'ai un petit challenge pour toi. Dis-moi comment tu D'accord. réagis à ça. Tu as un dîner avec Bernard-Henri Lévy. Est-ce que tu acceptes? Alors, non, pour la raison suivante, c'est que de quoi pouvons-nous parler? De pas grand-chose. Il a une position, la mienne est absolument différente. Le, il peut pas me convaincre, je ne peux pas le convaincre. Est-ce que de la discussion, il peut jaillir quelque chose? Je ne crois pas. C'est-à-dire que je pense que je refuserais, oui, parce que à quoi ça va servir? Oui, c'est C'est-à-dire que ça. Ce sera une perte de temps, tu penses. Ouais. le temps est précieux. Il a pris des engagements qui sont les siens, je veux dire, qui sont, enfin que je, enfin tu vois, qui sont pas condamnables. Peu importe les motifs pour lesquels il agit, mais je préfère à ce moment-là dîner avec tu vois, avec des personnes qui sont en réflexion, qui sont en Hum, recherche, hum, hum, qui aimeraient bien, finalement, tu vois, que je leur explique pourquoi quand on entre dans une forêt, la forêt le sait. Et pourquoi, enfin, ce monde merveilleux. Enfin, moi, je peux parler pendant des heures avec des personnes à qui je vais montrer que le monde est magique. On peut parler d'archéologie mystérieuse. On peut parler de la nature. Et donc, hum. ce temps que je passerai avec lui, je vois pas à quoi il servirait. En revanche, je sais que ce serait du temps qui ne serait pas utile, bien plus utile ailleurs. Magnifique ta réponse. J'aime beaucoup, beaucoup. Et dernière question, mais parce que finalement, tu as déjà répondu à cette question, mais peut-être tu peux rajouter quelque chose. C'est ton message, en fait. Enfin, moi, j'entends que ton message, c'est un beau message d'espoir et de vie. Je sais pas si tu as encore envie de faire passer un autre message pour conclure. Alors, déjà, sur le principe, tu vois, par rapport à Bernard-Henri Lévy, puisque tu l'as mis sur je trouve que en fait, il est tout à fait respectable. Alors, ça peut sembler étonnant, parce que Dieu sait si, quand on connaît la lettre de Pierre Vidal-Naquet sur les erreurs dans son livre Le Testament de Dieu, ou l'utilisation de botules, enfin, et enfin, tu sais, du faux philosophe, etc., etc. Ouais, ouais. Mais je trouve que, justement, un personnage comme ça est une chance pour nous,
comme Klaus Schwab, parce qu'en fait, il est une forme d'archétype, d'extrême, sur donc de l'autre côté, comme Jacques Attali. Jacques Attali, c'est très intéressant ce qu'il dit. Parce que du coup, ça contribue au réveil de beaucoup de beaucoup de personnes. Et tu vois, par exemple, des gens me disent, enfin, tu vois, hésitent, sont pas sûrs. Mais je cite Klaus Schwab. Vous n'aurez rien, vous serez heureux. Toi, tu pratiques l'aïkido, Pascal. Patrick, pardon. Je cite Jacques Attali. Ouais, tu vois, ce sont des, et d'ailleurs, là, je vais faire une joke. Sais-tu que Emmanuel Macron est mon mentor en matière de complotisme? Alors, j'explique pourquoi ou Oui, explique. C'est une émission là-dessus. Parce qu'en fait, un jour, c'est une adresse aux ambassadeurs. Donc, il y a tous les ambassadeurs qui sont là et il va prononcer une phrase merveilleuse. Il dit, nous aussi, nous avons un état profond. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Tu vois, donc si le président de la République, d'ailleurs là, manifestement, ils sont en train de préparer sa troisième élection, son troisième mandat, et je dis mais pourquoi ne pas l'élire à vie? Oui, j'ai vu ton tweet de ce matin là-dessus. Voilà, tu vois, sancto subito, qu'il soit élu à vie comme notre Duce ou notre Kim Jong-un. Donc, il remplace le pape, carrément. Oui, je vois pas d'autres candidats meilleurs que lui. Et donc, en fait, il a dit, nous aussi, nous avons notre état profond. Donc, du coup, tout complotiste, en fait, est macronien. C'est pas mal, ouais. C'est C'est chouette de terminer avec de l'humour. Et je voudrais juste terminer avec un petit mot encore. Ce qui m'a beaucoup plu aussi chez toi, c'est que tu as été à Belmarsh, qui est la prison dans laquelle est détenu Julian Assange, auquel on pense très fort parce que c'est un modèle d'humanité. Il a choisi, il aurait pu avoir une vie très confortable, très riche. Il a choisi l'humanité en révélant la vérité sur les crimes des gouvernements. Et tu as été là-bas et voilà, c'est très beau de continuer à le souvenir. Hein. Merci. C'est effectivement c'est enfin il n'y a pas de mots, c'est un exemple, c'est un modèle, effectivement il a choisi l'humanité avec un grand H. Parce qu'effectivement, comme tu le soulignes, il aurait très bien pu choisir une vie confortable. Et pour l'humanité, je le redis, il a choisi un autre chemin. Et c'est très important de garder justement des exemples comme ça en tête. C'est-à-dire que oui, c'est important d'aller à Belmarsh. Enfin, je veux dire d'aller le premier jour des auditions. Donc, j'y suis allé avec une délégation française. D'ailleurs, nous étions la délégation étrangère la plus importante. Donc, ça, c'est important effectivement que les Français sachent sache qu'il y a Julian Assange et oui, qu'il est important qu'il sorte le plus vite possible et qu'il retrouve la vie parce que lui, il a fait un choix. Enfin, tu te rends compte, il a passé 7 ans dans l'ambassade, confiné dans l'ambassade, dans une pièce de l'ambassade d'Équateur à Londres. Donc, c'est incroyable, c'est incroyable. Et maintenant 4 ans dans une prison de 2 mètres sur 3. Exactement. Et sans lumière du jour. C'est ça, Belmarsh, c'est une prison de haute sécurité. Donc, et en fait, oui, c'est clairement un martyr. Enfin, je veux dire, c'est au sens religieux du terme, c'est-à-dire qu'on retrouve les premiers chrétiens ou dans l'islam d'ailleurs. Hein, et je trouve que c'est un martyr. Finalement, c'est peut-être un martyr de la nouvelle humanité. Oui. C'est-à-dire que pour qu'on atteigne l'âge d'or, qui nous est promis et qui nous attend à tous les niveaux. Nous auront eu besoin de martyrs comme Julian Assange et évidemment nous ne pouvons pas les oublier et tant que c'est possible nous devons le soutenir. Est-ce que tu as lu, c'était admirable, je n'en revenais pas, sa lettre au roi Charles lors de sa commémoration. Oui. Vraiment
C'est incroyable. Je vais d'ailleurs mettre le lien en dessous de la vidéo. Il faut lire Oui, mais le lien, effectivement, c'est très important. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'il subit, eh bien, il reste debout. Et ça, et d'ailleurs, j'ai presque envie donc merci en conclusion, j'ai envie de dire, effectivement, il est fondamental pour résister ou pour construire le monde de demain, ce qui est la même chose d'ailleurs, hein, d'être heureux. Et j'ai envie de dire que c'est toi qui me l'inspire, qu'il est même important de faire la paix dès qu'on peut avec ceux qui nous entourent. Peut-être que oui, bon, il ou elle a dit quelque chose bon, mais peut-être que moi aussi j'ai pas bien compris ou j'ai exagéré ma réaction ou etc. Je trouve qu'il est vraiment important de faire la paix dès qu'on peut. Alors parfois c'est pas toujours possible, mais en tout cas d'apaiser tout ce qu'on peut apaiser, générer de la paix. Parce qu'en fait, c'est déjà s'entraîner au monde de demain auquel nous aspirons tous. Ouais, mais ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Patrick. C'était très inspirant. C'était un honneur de te recevoir. Merci, Eric. C'était un plaisir et puis merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Voilà. Au revoir. Nos cœurs vibrent, nous allons